Le Cameroun plonge dans un chaos absolu et les révélations explosives de l'opposition vont vous laisser sans voix parce que Paul Biya vient de rafler une énième élection, mais cette fois les rues de Douala, Bertoua, Garoua et même Maroua bouillonnent d'une rage inédite et le monde retient son souffle devant ce tournant historique. Alors lâchez votre like tout de suite, abonnez-vous à la chaîne car ce que vous allez entendre dans les minutes qui viennent risque de pulvériser tout ce que vous croyez savoir sur la démocratie africaine. Allons-y sans détour. Le Cameroun s'éveille dans la sidération. Les bulletins ont tranché mais leur écho claque comme un éclair dans un ciel déjà saturé de tempêtes politiques. Paul Biya, icône intouchable du pouvoir camerounais depuis des lustres, décroche une victoire supplémentaire qui précipite le pays dans une tourmente jamais vue. L'opposition, loin de baisser la tête, surgit avec une vigueur décuplée, agitant des griefs qui ébranlent jusqu'aux bases du jeu démocratique. Dans les artères de Yaoundé et Douala, la pression est électrique, presque physique, comme si l'atmosphère elle-même vibrait de fièvre politique. Les Camerounais oscillent entre résignation muette et révolte bouillonnante. Les résultats officiels dégringolent comme des verdicts implacables. Le président en place aurait raflé la majorité pour s'offrir un mandat de plus à la barre de cette puissance d'Afrique centrale. Pourtant, ces chiffres gravés dans les proclamations sont aussitôt torpillés par une opposition plus féroce que jamais. Les rivaux fustigent d'une seule voix ce qu'ils baptisent une mascarade électorale, pointant des anomalies qu'ils estiment colossales et orchestrées. Leurs émissaires se multiplient sur les ondes, accusant une fraude ourdie à l'échelle nationale. Le gouffre entre la vérité d'État et le ressenti populaire n'a jamais été aussi abyssal, fissurant violemment la société camerounaise. L'opposition n'a pas perdu une seconde pour riposter. Dans une charge virulente qui a explosé comme une grenade sur la scène politique, les chefs de file des contestataires ont balancé ce qu'ils jurent être des preuves irréfutables de tricherie. Leurs communiqués, diffusés sur tous les canaux possibles, dépeignent un système électoral pourri par la magouille et la falsification. Ils évoquent des bureaux de vote fantômes, des bulletins précochés, des électeurs bidons inscrits par dizaines de milliers sur les listes. Leurs reproches vont plus loin. Ils dénoncent l'intimidation des observateurs neutres, le bourrage d'urnes dans des zones clés et un blackout total sur le comptage des voix. Cet acte d'accusation sans pitié cible non seulement l'issue du vote, mais la crédibilité même des organes électoraux du pays. La silhouette de Paul Biya plane sur ce décor politique agité. Homme fort du Cameroun depuis une éternité, il symbolise la stabilité et la continuité pour ses fidèles, l'autoritarisme et l'immobilisme pour ses adversaires. Sa longévité au sommet reste un cas d'école sur le continent et au-delà. Pour mesurer l'ampleur du séisme actuel, il faut capter ce que cet homme incarne dans l'âme camerounaise. Un dirigeant qui a traversé les âges, défié toutes les crises, résisté à tous les vents de renouveau qui ont secoué l'Afrique. Son triomphe proclamé ne choque personne, mais il ravive les rancœurs accumulées pendant des décennies chez un peuple qui rêve d'air frais démocratique. Les observateurs étrangers naviguent en eau trouble. Certaines instances ont glissé des mises en garde timides sur le scrutin, signalant des dysfonctionnements sans pour autant torpiller l'ensemble. D'autres ont haussé le ton, notamment le sénateur Jim Risch, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis, fustigeant des manquements graves aux normes démocratiques mondiales. Ce brouhaha dans les analyses extérieures ne fait qu'amplifier le flou général. L'ONU, l'Union africaine et divers veilleurs électoraux ont sorti des rapports aux conclusions qui s'opposent frontalement. Cette cacophonie internationale prive le débat local d'un juge impartial, ouvrant la porte à toutes les spéculations et à toutes les manipulations. Le Cameroun se retrouve coincé dans un no man's land démocratique où la vérité du vote devient une affaire d'angle de vue, plutôt que de fait béton. La jeunesse camerounaise, majoritaire en nombre mais reléguée en politique, contemple ce cirque avec un cocktail de rage et de désenchantement. Pour ces millions de jeunes qui n'ont connu qu'un seul président, ce résultat cristallise le verrouillage total d'un système incapable de se renouveler. Leurs rêves de relève générationnelle se fracassent contre le mur d'un pouvoir usé mais toujours bétonné.
Sur les réseaux sociaux, agora moderne de la parole politique africaine, les réactions fusent avec une virulence rare, les hashtags rebelles pullulent, forgeant des tribus virtuelles de contestation qui effacent les clivages ethniques et régionaux classiques. Cette fièvre numérique révèle une cassure générationnelle béante dans la vision de l'avenir national. Les enjeux économiques tapis derrière cette crise politique sont incontournables. Le Cameroun, bardé de ressources naturelles et d'un potentiel agricole énorme, galère à convertir ses richesses en bien-être partagé. Le chômage des jeunes explose, créant un terreau explosif pour la grogne sociale. Les infrastructures pourrissent, les services publics s'effritent et la corruption ronge les bases de l'économie. Dans ce décor, l'élection présidentielle incarnait pour beaucoup l'espoir d'un virage économique, d'une vision neuve du progrès. La reconduction du clan au pouvoir, légitime ou pas, équivaut pour une foule de citoyens à la pérennisation d'un modèle économique en ruine. Les engagements de campagne, aussi alléchants soient-ils, se cognent au cynisme d'un peuple blasé par des décennies de promesses en l'air. La portée régionale de cette crise est colossale. Le Cameroun trône en position stratégique en Afrique centrale par sa géo et son poids démographique. Ce qui s'y passe résonne loin au-delà de ses frontières, influençant les équilibres politiques de toute la zone. Les voisins scrutent, certains y voyant le reflet de leur propre galère démocratique, d'autres craignant un domino qui pourrait tout faire vaciller. Les grandes puissances, occidentales ou montantes, ajustent leurs alliances au fil des événements. Le Cameroun se retrouve au cœur d'un échiquier géopolitique tordu où s'entremêlent intérêts économiques, sécuritaires et idéologiques. Sa stabilité devient une obsession qui dépasse de loin ses seuls habitants. Les médias camerounais, scindés entre organes aux ordres et voix libre, débitent des récits aux antipodes. Cette bataille de l'info crée un climat médiatique vicié où le citoyen lambda patauge pour séparer le vrai du faux. Les journalistes indépendants qui osent de fouiller les irrégularités supposées se heurtent à des pressions en cascade, de l'avertissement discret à la menace brute. Cette réalité expose la fragilité de la liberté de presse, pilier vital de toute démocratie qui tourne. Les réseaux sociaux, plus durs à museler mais aussi plus aléatoires, s'imposent paradoxalement comme la source principale d'infos alternatives pour un public en quête de clarté. Ce glissement vers le digital marque une mutation profonde dans la fabrique de l'opinion camerounaise. Pour saisir la violence de la crise actuelle, il faut replonger aux racines d'un système politique bâti et blindé sur des décennies. Le Cameroun n'a pas atterri dans cette impasse démocratique par hasard. C'est l'aboutissement d'une centralisation progressive du pouvoir, d'une érosion des contrepoids et d'une banalisation des pratiques antidémocratiques. L'ossature institutionnelle héritée de l'ère post-coloniale a été sculptée au fil du temps pour servir un homme et son clan plutôt que la nation entière. Cette dérive autoritaire s'est nourrie d'un contexte international d'abord complaisant où la stabilité d'un régime l'emportait souvent sur sa légitimité démocratique. Les garde-fous censés bloquer cette glissade ont été méthodiquement désarmés ou neutralisés. Le parcours de Paul Biya illustre à merveille cette trajectoire. Arrivé au pouvoir dans un contexte précis, il a navigué avec maestria dans les labyrinthes du pouvoir africain. Son ascension n'a rien de fortuit. Elle révèle une maîtrise aiguë des leviers du pouvoir et une habileté à écarter toute menace avec précision. Au fil des ans, il a filé un réseau de fidélité basé sur le clientélisme, la distribution ciblée des richesses et la cooptation des élites. Ce système néo-patrimonial classique dans bien des régimes africains crée une interdépendance entre le chef et son premier cercle. Les velléités de contestation interne ont été écrasées dans l'œuf, souvent avant même d'apparaître au grand jour. Les rares voix dissidentes au sein du parti dominant ont été reléguées ou exilées, fabriquant une illusion d'unité qui cache mal les frictions souterraines. La constitution camerounaise a été retouchée à maintes reprises selon les besoins du moment. Ces révisions successives ont vidé de leur sens les garde-fous démocratiques initiaux. La levée de la limite des mandats présidentiels reste la retouche la plus symbolique de cette dérive constitutionnelle. Cette mesure, vendue comme un vœu populaire par ses défenseurs, a été vécue comme une trahison par une grande partie du peuple. Elle a lancé un message clair.
Les règles du jeu peuvent être réécrites à sens unique dès qu'elles gênent les puissants. Cette élasticité constitutionnelle à géométrie variable a sapé la foi dans les institutions, posant un précédent toxique pour l'avenir démocratique du pays. L'appareil sécuritaire occupe une place centrale dans la survie de ce système. Les forces de l'ordre, police, gendarmerie ou renseignement, ont été converties en outils de contrôle politique plutôt que de service public. Leur allégeance au régime prime sur leur devoir de protection citoyenne. Cette politisation des forces de sécurité installe un climat d'intimidation qui pèse sur la liberté d'expression. Les manifs pacifiques sont dispersés à coups de matraques disproportionnées. Les leaders opposants vivent sous surveillance permanente et la répression des critiques opère dans une impunité relative. Cette militarisation de la vie politique transforme l'espace public en champ de bataille permanent où une opinion divergente peut passer pour une rébellion. Le système judiciaire, censé veiller sur l'état de droit, a lui aussi été gangrené. L'indépendance de la justice, principe cardinal de toute démocratie, reste un vœu pieux au Cameroun. Les magistrats subissent des pressions variées qui orientent leur verdict dans les dossiers politiques sensibles. Les procès d'opposants se déroulent souvent dans des conditions qui foulent aux pieds les standards internationaux d'équité. Cette instrumentalisation de la justice à des fins politiques fait du droit une arme du pouvoir plutôt qu'un bouclier contre l'arbitraire. Les recours contre les abus d'État aboutissent rarement, décourageant les citoyens de chercher justice. Cette faillite judiciaire prive le pays d'un régulateur essentiel de la démocratie et de résolution pacifique des conflits. L'économie politique du régime repose sur un verrouillage des ressources nationales. Les richesses du Cameroun, pétrole, minerais ou terres fertiles, sont gérées selon une logique patrimoniale qui enrichit les proches du sommet. Ce système de prédation crée une caste d'entrepreneurs politiques dont la fortune dépend de leur proximité avec le palais. Les marchés publics, concessions minières et permis d'exploitation sont attribués selon des critères politiques plutôt qu'économiques ou techniques. Cette fusion entre biens publics et intérêts privés engendre une corruption endémique qui contamine toute l'administration. Les opportunités économiques, au lieu d'être ouvertes au mérite ou à l'innovation, deviennent des faveurs réservées aux loyaux. Cette captation des richesses par une élite étroite explique le fossé entre le potentiel du pays et le quotidien de la majorité. La gestion des tensions ethniques et régionales forme un autre pilier du système. Le Cameroun, patchwork de groupes et de langues, charrie des rancœurs historiques que le pouvoir central a parfois attisées pour asseoir son autorité. La vieille tactique du diviser pour régner trouve au Cameroun une version moderne. Les postes clés, les investissements publics et l'accès aux services suivent souvent des logiques régionales ou ethniques qui entretiennent les fractures plutôt que de forger une nation unie. Cette fragmentation sociale entretenue par le pouvoir affaiblit la cohésion nécessaire à une opposition solide. Les mouvements contestataires peinent à dépasser ces lignes de fracture, leur soutien restant souvent cantonné à des zones ou communautés précises. Le contrôle de l'espace informationnel est une arme maîtresse de ce système autoritaire. Au-delà de la censure pure, c'est tout un arsenal de maîtrise de l'info qui a été déployé. Les médias publics servent de caisse de résonance à la propagande officielle, diffusant une réalité lissée et flatteuse. Les médias privés indépendants évoluent dans un climat hostile où les menaces de fermeture, les pressions financières et l'intimidation des journalistes sont quotidiennes. Cette répression soft, plus sournoise que la censure brute, engendre une autocensure qui étouffe le débat public. Les journalistes apprennent vite quelles lignes ne pas franchir, quels sujets esquiver et comment doser leurs critiques pour éviter les ennuis. Cette normalisation de l'autocensure appauvrit le débat démocratique et prive les citoyens d'une info pluraliste et fiable. L'éducation et la socialisation politique participent aussi à la survie du système. Les programmes scolaires, manuels d'histoire et cours civiques véhiculent une version officielle qui magnifie le pouvoir et gomme les épisodes de contestation ou de répression. Les jeunes grandissent dans un récit national réécrit pour servir le régime. Cette manipulation de la mémoire collective vise à fabriquer une légitimité historique factice et à étouffer la pensée critique. Les universités, qui devraient être des laboratoires d'idées libres, sont sous haute surveillance.
Les étudiants militants attirent l'œil des services de sécurité et les profs trop critiques risquent leur carrière. Cette stérilisation de l'espace académique prive le pays d'un réservoir vital de réflexion alternative et d'innovation politique. Face à ce système cadenassé, des forces contestataires surgissent avec une énergie neuve. L'opposition camerounaise, longtemps éclatée et minée par les égos, affiche une unité inédite. Les derniers soubresauts électoraux ont joué les détonateurs, poussant les courants rivaux à ranger leurs querelles pour affronter l'ennemi commun. Cette alliance, même précaire et imparfaite, marque un tournant dans le paysage politique. Les leaders opposants, conscients que leur division a longtemps servi le pouvoir, tentent de bâtir une plateforme commune qui dépasse les ambitions personnelles. Les déclarations synchronisées, les manifs conjointes et la stratégie unifiée contre les résultats témoignent de cette mue. Cette convergence n'échappe pas aux frictions ni aux désaccords tactiques, mais elle signale une maturité politique en hausse chez les forces du changement. Les figures phares de cette opposition incarnent des générations et sensibilités variées. Certains sont des vétérans de la lutte, ayant passé des décennies à défier le système de l'intérieur ou depuis l'exil. Leur expérience et leur réseau sont des armes précieuses dans la bataille en cours. D'autres sont des outsiders issus de la société civile, du monde académique ou des affaires, apportant des regards neufs et une légitimité différente. Cette diversité des profils renforce paradoxalement le mouvement touchant des publics variés. Les jeunes leaders, forgés aux révolutions arabes et aux mobilisations 2.0, maîtrisent les codes de l'action moderne et l'usage tactique des réseaux. Leur talent pour mobiliser vite, coordonner de façon décentralisée et créer des récits viraux représente une menace inédite pour un pouvoir rompu aux contestations à l'ancienne. La société civile camerounaise forme un autre front de résistance au régime autoritaire. Les ONG, associations pro, groupes religieux et syndicats pèsent de plus en plus dans la contestation. Ces acteurs, moins politicards que les partis, jouissent souvent d'une crédibilité supérieure auprès du peuple. Leur rôle dans la veille électorale, la documentation des abus et l'éducation civique maintient une pression continue sur le pouvoir. Les églises et mosquées, ancrées dans le tissu social, prennent parfois des positions critiques qui portent loin chez les fidèles. Les syndicats, malgré les tentatives de muselage, arrivent encore à paralyser des secteurs clés par des grèves. Cette pluralité d'acteurs complique la vie du pouvoir qui ne peut plus neutraliser quelques leaders pour étouffer la révolte. Les tactiques de résistance se diversifient et s'affinent. Au-delà des manifs de rue, toujours cruciales malgré la répression, de nouvelles formes d'action émergent. Le boycott citoyen, électoral ou économique contre les firmes liées au pouvoir gagne en impact. Les campagnes de désobéissance civile, inspirées des grandes luttes non violentes, séduisent un public fatigué du sang. L'occupation symbolique d'espaces publics, les sit-ins devant les institutions, les chaînes humaines créent des images chocs qui tournent en boucle sur les réseaux et alertent dans le monde. Ces méthodes, moins risquées en vie humaine que l'affrontement direct, maintiennent la pression sans offrir au pouvoir des prétextes pour une répression massive. La voie juridique de la contestation n'est pas en reste. Malgré les failles du système judiciaire, l'opposition et la société civile multiplient les recours contre les fraudes et les violations des droits. Cette stratégie légale, même si elle gagne rarement sur le coup, remplit plusieurs rôles clés. Elle archive méthodiquement les abus constituant un dossier pour plus tard. Elle oblige la justice à se prononcer publiquement, exposant son degré de soumission à l'exécutif. Elle internationalise les griefs en les portant devant des instances régionales ou mondiales. Les avocats des droits humains, souvent au péril de leur peau, mènent ce combat avec une ténacité exemplaire. Leur travail, moins spectaculaire que les manifs, reste un pilier majeur de la résistance démocratique. Le rôle des diasporas camerounaises dans la contestation mérite un zoom. Éparpillées à travers le globe, ces communautés gardent un lien viscéral avec le pays et pèsent de plus en plus dans la mobilisation. Leur position à l'étranger leur offre une liberté de parole refusée aux locaux. Ils organisent des rassemblements devant les ambassades, interpellent les gouvernements d'accueil sur la démocratie au Cameroun et sensibilisent l'opinion mondiale. Leur soutien financier au mouvement est vital.
permettant de financer l'opposition dans un contexte de ressources rares. Les réseaux sociaux effacent les distances, laissant les diasporas participer en live aux débats nationaux et coordonner avec les militants sur place. Cette transnationalisation de la lutte camerounaise bouleverse la donne entre pouvoir et opposition. Les femmes camerounaises s'imposent comme des actrices majeures dans cette bataille pour le renouveau démocratique. Longtemps cantonnées aux marges des structures politiques masculines, elles saisissent la contestation actuelle pour faire entendre leur voix. Les organisations féminines, politiques ou socio-économiques adoptent des postures de plus en plus critiques envers le système, élargissant les revendications au-delà de la gouvernance pour inclure justice sociale et égalité de genre. Les femmes leaders, souvent moins exposées à la violence brute que les hommes au début d'une mobilisation, jouent un rôle clé dans l'organisation des manifs et la coordination. Leur présence massive dans les cortèges change l'image de ces mouvements, les rendant plus durs à criminaliser comme de simples troubles. Les intellectuels et artistes camerounais apportent leur pierre à la contestation du régime autoritaire. Les écrivains, via romans et essais, démontent les mythes officiels et proposent des lectures alternatives de l'histoire et de la politique. Les musiciens, ultra influents, glissent des messages politiques qui touchent des publics imperméables au discours classique. Le théâtre et les arts visuels deviennent des terrains de subversion culturelle où la critique s'exprime de façon créative, parfois voilée pour échapper à la censure. Ces œuvres, politiques ou métaphoriques, nourrissent un contre-récit qui ronge peu à peu la légitimité du pouvoir. Les universités, malgré la surveillance, restent des foyers de pensée critique où se forgent les cadres de l'opposition de demain. Les débats académiques sur démocratie, droits humains et développement préparent le terrain idéologique au bouleversement. Le Cameroun se tient à un carrefour aux issues radicalement opposées. Les prochains mois, voire semaines, seront cruciaux pour fixer le cap de cette nation centrafricaine. Le premier scénario, celui du statu quo blindé, verrait le pouvoir consolider sa victoire contestée et mater la dissidence assez pour restaurer une façade de calme. Cette option, chérie par les tenants du système, miserait sur un cocktail de répression sécuritaire, de cooptation des élites frondeuses et d'épuisement populaire. Dans ce cas, les gages de réforme serviraient à calmer la communauté internationale et les modérés de l'opposition, mais resteraient lettre morte. Le coût de cette paix forcée serait une frustration démocratique encore plus explosive, préparant des soubresauts sociaux pires à venir. Le deuxième scénario imaginable est celui d'une transition négociée entre pouvoir et opposition. Cette voie, plébiscitée par bien des observateurs étrangers, exigerait des concessions massives des deux côtés. Le gouvernement devrait accepter de vraies réformes démocratiques et une ouverture du système, tandis que l'opposition devrait avaler une part de légitimité au scrutin tout en arrachant des garanties de transparence future. Ce deal pourrait prendre la forme d'un gouvernement d'union, de nouvelles élections sous contrôle international renforcé ou d'une refonte constitutionnelle négociée avec de solides garde-fous. Les obstacles sont titanesques, rebâtir la confiance entre camps ennemis, juguler les radicaux des deux bords et maintenir la pression pour que les promesses soient tenues. L'histoire africaine est jonchée d'accords de transition qui ont fini en eau de boudin, rendant cyniques ceux qui ont vu ces espoirs s'évaporer. Un troisième scénario, plus noir, est celui d'une spirale vers la violence généralisée. Si la répression devient trop sauvage ou si la rage populaire explose, le Cameroun pourrait basculer dans un conflit ouvert aux conséquences apocalyptiques. Les tensions ethniques et régionales, jusqu'ici contenues ou manipulées, pourraient dégénérer en affrontements communautaires. Les groupes armés, milices pro-régime ou insurgés pulluleraient dans un vide d'autorité. Ce cauchemar transformerait la crise politique en catastrophe humanitaire avec exode massif, violation massive des droits et déchirement du lien social. La région entière vacillerait avec des réfugiés affluents chez les voisins et des chocs économiques rayonnant loin. Le rôle de la communauté internationale dans la sortie de crise reste flou et potentiellement décisif. Les organisations africaines, l'UA en tête, jonglent entre non-ingérence et mandat de bonne gouvernance. Leur capacité à peser vraiment sur le gouvernement camerounais pèsera lourd.
Les puissances occidentales, influentes dans cette zone francophone, doivent choisir entre intérêts géostratégiques, économiques et valeurs démocratiques affichées, leur soutien conditionnel ou aveugle au régime, ou au contraire aux forces du changement, fera pencher la balance. Les puissances émergentes, moins regardantes sur la gouvernance mais avides d'influence africaine, pourraient offrir au pouvoir des parapluies face aux pressions occidentales, complexifiant la diplomatie. La question générationnelle frappe avec une force particulière au Cameroun. La gérontocratie qui verrouille le pays depuis des lustres heurte de plein fouet les rêves d'une population ultra jeune. Cette fracture dépasse l'âge pour toucher des visions opposées de l'avenir. Les jeunes, connectés au monde via le digital, comparent leur sort à celui de leurs pères ailleurs et rejettent les excuses du statu quo. Leur impatience face à un système sans perspective est une bombe sociale à retardement. La capacité ou l'incapacité du politique à intégrer ses aspirations juvéniles scellera la stabilité longue durée. Un renouvellement générationnel du leadership, graduel ou brutal, paraît inéluctable. Reste à savoir quand et comment. Les enjeux économiques derrière la crise exigent une refonte structurelle profonde. Le modèle actuel, basé sur l'extraction et une agriculture de subsistance, ne crée pas assez d'emplois qualifiés pour absorber les vagues de diplômés. La diversification, promise 1000 fois mais jamais livrée, nécessiterait des investissements massifs en éducation, infrastructure et innovation. Elle exige aussi une gouvernance économique transparente qui casse les monopoles et ouvre le jeu à la concurrence méritocratique. Sans cette mutation économique, aucune paix politique durable n'est possible car les galères matérielles continueront d'alimenter la révolte. Le Cameroun a le potentiel pour devenir une locomotive régionale, mais sa réalisation dépend de réformes que le système actuel semble incapable ou peu enclin à mener. Reconstruire la confiance dans les institutions est un défi herculéen pour l'avenir camerounais. Quel que soit le scénario qui l'emporte, des décennies de bidouillage institutionnel ont pulvérisé la foi des citoyens dans les mécanismes censés les protéger et servir l'intérêt général. Restaurer cette confiance demandera bien plus que des discours ou des réformes de façade. Il faudra des actes concrets et vérifiables prouvant que les institutions tournent selon des règles claires et équitables pour tous. Indépendance réelle de la justice, professionnalisation des forces de sécurité, transparence dans la gestion des deniers publics et liberté effective des médias forment les piliers de cette reconstruction. Ce chantier, long et semé d'embûches, conditionnera la capacité du Cameroun à briser les cycles de crise qui ont rythmé son histoire récente. L'identité nationale camerounaise elle-même est en jeu dans cette tourmente. Le pays s'est toujours vanté de sa diversité culturelle et linguistique, se posant en Afrique miniature où cohabitent des dizaines de groupes et 2 héritages coloniaux. Cette richesse risque de virer à la division si la crise n'est pas gérée avec finesse. Bâtir une identité inclusive qui dépasse les appartenances régionales et ethniques tout en les respectant est un projet politique et culturel titanesque. Les symboles nationaux, le récit historique partagé et les institutions communes doivent être réinventés pour refléter la pluralité du pays plutôt que de servir un clan dominant. Cette refonte identitaire, délicate même en temps calme, doit se faire dans un climat politique survolté où chaque groupe redoute de perdre ses acquis. Le succès ou l'échec de ce projet de nation camerounaise scellera la viabilité même de l'État tel qu'il existe. Merci pour tous vos commentaires et votre engagement dans ce débat brûlant. Alors lâchez votre like maintenant et abonnez-vous pour ne rien rater car ce que nous venons de dévoiler n'est que la partie visible de l'iceberg et dans les prochaines heures, une décision choc de la communauté internationale pourrait tout faire basculer dans ce jeu politique camerounais. Soyez là quand ça explosera à la prochaine vidéo.